Vous êtes sur Medi 1, bienvenue dans Éco-Débat. Aujourd'hui, une question fondamentale. La production locale peut-elle devenir une vraie solution pour sortir la Côte d'Ivoire de l'endettement entre dépendance extérieure, potentiel local inexploité et enjeu de souveraineté économique? Le débat est ouvert. Pour en parler, deux experts avec nous. Monsieur Séraphin Yao, il est maître de conférences agrégé en économie à l'université Alassane Ouattara. Face à lui, monsieur Amadou Diaby, expert financier ou encore consultant financier. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur Max. Merci beaucoup pour l'invitation. Professeur, on va parler du contexte économique et faire un peu le diagnostic. Alors, la dette publique ivoirienne est-elle aujourd'hui soutenable? Où sommes-nous en train d'approcher un seuil critique? Bon, je pense que nous sommes en train d'approcher le seuil critique de 70% qui a été librement choisi par les pays de l'UEMOA, puisque fin 2024, lors du discours du 31 décembre, le président Ouattara lui-même a dit que nous avons atteint le seuil de 56%. Mais au-delà de ça, monsieur Max, c'est le stock de la dette qui m'inquiète. Ça m'inquiète parce que nous sommes passés à peu près après, je vais dire, l'annulation que nous avons eue en 2012. D'accord. À la faveur du PPTE. À la faveur du PPTE, oui. Point d'achèvement comme on l'appelle. Hein. Ah oui. Donc on était à 2000 milliards de stocks d'endettement. Aujourd'hui, nous sommes quasiment, vraisemblablement, en tout cas vers fin 2025, nous serons autour de 35 000 milliards de stocks de francs CFA. Et ce qui est encore inquiétant, c'est la part de nos ressources propres qu'on utilise pour rembourser la dette. Fin 2024, c'est pas moi qui le dis, c'est le site, oui. Sur le site du ministère, nous avons utilisé 52% de nos ressources propres pour rembourser le crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Prao Séraphin, s'il touche 500 000 francs par mois, il prend plus de la moitié des 500 000 francs pour rembourser le crédit. Donc c'est les 48% qui me restent sur mon salaire, c'est ce que je dois prendre pour investir, épargner, scolariser mes enfants, etc. Je prends cet exemple pour qu'on voit que c'est grave. Et donc du coup, à mon humble avis, je pense que ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de regarder un peu les calculs. J'ai regardé cette année le budget que dans les 15 000 milliards de francs CFA que Ouattara a disposé pour le budget 2025, oui. Nous avons prévu 1439 milliards de francs CFA pour l'éducation, ce qui représente à peu près 9,38% pour l'éducation. Alors que dans la même année, nous prenons 26% de ce budget pour rembourser le crédit. C'est énorme. Ouais. C'est-à-dire, au lieu de consacrer 26% pour financer l'éducation, non, les 26% de notre budget vont servir à rembourser le crédit et c'est 9% seulement que nous prenons. Vous voyez que c'est grave. J'ai regardé à peu près encore également, vous allez voir, en termes de dépenses en santé, lorsque le Premier ministre Patrick Hachi était là, il a inauguré vraiment tous azimuts des CHR, et le CHR le plus élevé, c'était 30 milliards. Quand vous divisez les 4121 que nous allons prendre pour rembourser le crédit en 2025 par 30 000, ça fait 137 CHR que le remboursement du crédit pouvait nous permettre de créer dans notre pays. Vous voyez que c'est grave. D'accord. Alors, M. Amadou Diaby, on passe de 2 000 milliards à 35 000 milliards. Quelle analyse jetez-vous sur cette augmentation? Déjà, si on se base déjà sur d'abord sur la notation de la dette ivoirienne déjà, voilà, on voit que la notation de la dette ivoirienne a augmenté en degré. On est passé de BB chez S&P, voilà, chez BB- à BB. Donc cela montre déjà que les investisseurs étrangers estiment que la dette ivoirienne augmente. Comme je vous l'avais dit précédemment, moi j'estime que, voilà, je n'ai pas la même lecture que mon confrère M. Yao. Pour nous, j'estime que la Côte d'Ivoire est sous-endettée. Comment c'est pas le stock de la dette qu'on regarde. Pour nous, le problème, c'est pas la dette. Pour nous, le problème, c'est le PIB. Pour nous, c'est la richesse, c'est pas assez de richesse. Le potentiel économique du pays est énorme, qui est sous-exploité. Surtout le potentiel agricole qui est sous-exploité. Si je prends, par exemple, les pays, je prends un exemple, je prends la France. La France, avec une population, si on fait la dette par rapport au nombre d'habitants, la France a une dette de 3 200 milliards. Lorsqu'on divise par le nombre d'habitants, ça fait 31 millions de francs CFA par Français. Lorsqu'on ajoute à cela les engagements hors bilan
C'est-à-dire que les caisses, la caisse des retraits par répartition de la France, hein, les engagements hors bilan de la France, nous sommes à 5 000 milliards. Donc lorsqu'on fait cet ensemble-là, on rajoute cet ensemble-là, on se retrouve à une dette de 80 millions de francs CFA par français. Mais si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a une dette, en 2023, le chiffre qui est connu, c'est 27 000 milliards. Si on le divise par le nombre d'habitants de la Côte d'Ivoire qui fait 31 millions d'habitants, on se retrouve à 890 000 francs CFA par français, par ivoirien. Donc, entre un Français qui est endetté à 80 millions de francs CFA, et un Ivoirien qui est endetté par Ivoirien, et un Ivoirien qui est endetté à 890 000 francs CFA, on voit que la différence est énorme. Mais par contre, c'est le potentiel, la richesse du pays. Puis, je prends un exemple simple en Côte d'Ivoire, je prends le cas du cacao. Le cacao, c'est une production phare du pays. La Côte d'Ivoire a perdu 400 000 tonnes en 2 ans. C'est ce potentiel-là en train de se dégrader dans le pays. Si je prends le cas du riz. Le riz, par exemple, en 2024, le pays a importé pour 600 milliards de riz. Or que la Côte d'Ivoire dispose de 5 000 km de cours d'eau. Donc le potentiel de développement de cet aspect-là, de tout ce potentiel-là est inexploité. D'accord. Donc vous voulez dire que le modèle économique ivoirien est trop porté vers l'extérieur au détriment de la production locale? Pour moi aujourd'hui, ce que je reproche au gouvernant depuis, même pas ce gouvernement-là en fait, depuis 35 ans, voilà, depuis 90, c'est que l'État n'investit pas dans l'appareil productif. Parce que lorsque l'appareil productif, c'est-à-dire que le PIB, on investit dans l'appareil productif, automatiquement le PIB augmente. Donc si la richesse augmente, automatiquement la dette qui est le numérateur et le dénominateur, si le dénominateur augmente, le ratio va baisser. Donc il faut investir dans l'appareil productif. Je suis un peu d'accord avec M. Yao. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les infrastructures publiques. C'est vrai, mais il n'y a pas eu assez d'investissement dans l'appareil productif. Il faut investir dans l'appareil productif qui a un impact aussi sur la vie des gens. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, vous partagez son point de vue? Il dit que le modèle économique ivoirien est un peu trop porté vers l'extérieur au détriment de la production locale. Ah oui, nous avons un modèle économique extraverti, comme nous appelons nous en économie, parce que quand vous prenez, d'ailleurs, un brillantissime économiste, Sami Amin, l'a dit lorsque Oufoué vivait à l'époque, en disant que la Côte d'Ivoire était mal partie, qu'à soir, effectivement, un développement tourné vers l'extérieur n'apporte pas de dividendes aux populations. Vous voyez, aujourd'hui, la part du commerce extérieur dans le PIB est à peu près de 53%. Et mais nous exportons quoi fondamentalement? Des produits à faible valeur ajoutée. Alors que ce n'est pas ce qui a aidé la Chine. La Chine est passée, effectivement, est une économie ouverte, certes, mais elle ne vend pas à l'extérieur des produits exotiques comme nous l'avons. Non. Nous, depuis les indépendances, aujourd'hui, le cacao, qui représente l'essentiel de notre richesse, de notre pays, représente 15% du PIB et représente encore 40% de recettes d'exportation de notre pays. Depuis lors, c'est ce qu'on a. Vous prenez également aussi le financement, M. Dabi l'a dit, le financement, il est là encore exogène. Le financement étranger représente entre 60 et 86% des investissements dans notre pays. En clair, ce sont les étrangers qui viennent investir dans notre pays. Et comme il y a une maxime en économie, mais ce sont les facteurs de production qui contribuent à la production qui sont rémunérés. Donc si ce sont les investisseurs étrangers qui envoient le capital, c'est bien entendu. C'est ce qui fait qu'on a la croissance dans notre pays et on se plaint que nous ne voyons pas les retombées de la croissance, puisque les Ivoiriens n'ont pas participé à la création de ces richesses-là. Pourquoi? Parce que le financement vient de l'étranger. Et donc, le modèle économique ivoirien, pour me résumer, est fondamentalement extraverti et il faut que ça soit introverti. Alors, qu'entendez-vous par production locale et quels sont les impacts potentiels sur la balance commerciale? Mais la production locale, ça désigne la fabrication ou la culture, effectivement, d'un produit dans une zone géographique limitée, tout près du centre de consommation. Et ces productions, ça peut être les produits agricoles, les produits artisanaux et puis les produits manufacturés. Et je pense que cela a forcément un impact très puissant sur la balance commerciale. Rappelons que la balance commerciale n'est rien d'autre que le différentiel entre les importations et les exportations et les importations. Nous, en 2024, notre balance commerciale était déficitaire d'à peu près 9,4 milliards d'euros. Mais il faut dire que le déficit baisse. Ça baisse parce que nous produisons beaucoup. On fait quand même un effort en Côte d'Ivoire. Et ça va aider pourquoi? Quand
on donne une primauté à la production locale, voyez-vous. Et regardez ce que nous dépensons en importation de riz. Pour la seule année 2024, nous avons dépensé en importation de riz et de poissons 1128 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut bien dire qu'un pays, un citoyen qui a faim n'est pas un citoyen qui est libre. Et si vous avez faim, vous ne pouvez même pas penser le développement. Donc la première condition sine qua non pour qu'un pays se développe, c'est pouvoir nourrir sa population avec ses productions locales. Et donc je pense que si on donne une certaine primauté à la production locale, on va baisser de façon drastique nos importations et nous allons créer des excédents automatiques dans notre pays, ce qui va faire du bien à la balance des paiements. Alors, M. Diaby, le professeur Prao vient de dire qu'il faut pouvoir nourrir sa population avec sa production locale. Et vous, quels secteurs productifs sont, selon vous, les mieux placés pour générer rapidement la richesse locale? Déjà, comme on a parlé beaucoup de la dette d'abord, pour moi, c'est les produits d'exportation. Si je ne plaise pas d'accord avec M. Yao, pour nous, les produits d'exportation sont assez importants. Parce que les produits d'exportation nous permettent d'avoir des devises étrangères. Lorsque nous avons des devises étrangères, nous arrivons à défendre notre monnaie, la stabilité de notre monnaie. Il est bien qu'il faut aussi réduire les importations, parce qu'en réduisant aussi les importations, on augmente aussi la balance commerciale. Et aussi, on diminue moins aussi les réserves d'échange. Parce que si on importe moins, on utilise moins nos réserves d'échange et on garantit plus la stabilité monétaire. Donc pour nous, il faut déjà exporter beaucoup déjà. C'est ce qui est plus important. Et puis, les productions que nous consommons, il faut que nous puissions le produire chez nous. On dit la même chose. Voilà, c'est-à-dire que les productions comme le café, le cacao, il faut pouvoir les exporter. Il faut être assez dynamique dans le cacao, le café, la banane, ainsi de suite. Mais les productions que nous consommons comme le riz, comme le poisson, en Côte d'Ivoire ici, on a 500 km de côte maritime. On a 5 000 km de coups d'eau. On a 300 km de baies lagunaires, la plus grande au monde. Mais c'est inacceptable qu'on importe, on a importé en 2024 pour 500 milliards de poissons. Cela veut dire que, comme je reviens toujours, pour nous, le problème, ce n'est pas la dette, c'est la création de la richesse, le PIB en fait, qui est le problème majeur du pays. Il faut créer les conditions nécessaires, envoyer les financements nécessaires pour qu'on puisse augmenter la production locale dans le pays. D'accord. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a un lien direct entre la souveraineté productive et la réduction du recours à la dette? Oui, il y a bien sûr. Parce que lorsque, par exemple, on importe les 600 milliards de riz, c'est le riz qu'on importe, en fait, on le paye en dollars. On ne le paye pas en CFA. Ceux qui produisent ce riz importé, en fait, ils ne veulent pas de CFA, ils veulent des dollars. Donc, si on n'arrive pas, si on n'a pas assez de devises, c'est que si on n'a pas importé assez de café, assez de cacao, assez d'or, on n'aura pas assez de devises pour payer le poisson et le riz. Donc l'État est obligé d'emprunter pour avoir des réserves. D'accord. Raison pour laquelle, en fait, il faut axer la production locale, il faut dynamiser la production locale, tout le potentiel économique que nous avons dans le pays. Il faut beaucoup investir plus dans la production, dans l'appareil productif. On ne peut pas négliger les infrastructures, mais pour nous, c'est beaucoup dans l'appareil productif. D'accord. Voilà. D'accord. Professeur, est-ce que l'industrialisation à base locale est-elle une option réaliste pour la Côte d'Ivoire ou faut-il viser autre chose? Bon, je voudrais dire à mon frère Diaby que, enfin, on dit à peu près la même chose. Je n'ai pas dit qu'il fallait ne pas exporter du tout. Non. En économie, pour être une économie émergente, il faut être une économie ouverte. Sauf que ce que vous vendez à l'étranger, ça ne doit pas être des productions à faible valeur ajoutée, mais ça doit être des productions à forte valeur ajoutée. C'est ce que j'ai dit. Sinon, il faut toujours continuer. Sinon, maintenant, pour revenir à votre question, je suis d'accord. C'est une stratégie très réaliste parce que, dans tous les cas, monsieur le journaliste, toutes les économies développées sont passées d'une économie dépendante de l'agriculture, n'est-ce pas, à une économie industrielle. Pour moi, fondamentalement, une économie développée est une économie industrialisée, surtout en utilisant les ressources locales, la compétence locale. Voyez-vous, c'est-à-dire que les ressources du terroir, il faut les transformer localement là pour créer de la valeur ajoutée. Et puis, il faut aussi compter avec la main-d'œuvre locale. Donc, cette main-d'œuvre locale que vous utilisez, ça veut dire qu'il faut la former. Voyez-vous, il faut qu'elle soit une main-d'œuvre non seulement nombreuse, mais bien formée. Comme aujourd'hui, dans les pays asiatiques où les pays développés délocalisent, on ne délocalise pas là où il n'y a pas la matière première
où il n'y a pas également la matière grise. On délocalise où il y a la matière première, où il y a la matière grise. Donc je pense que c'est une option très 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 sérieuse, sans oublier également, effectivement comme M. Diaby l'a dit, que ce n'est pas parce que nous allons vers l'industrialisation à la base que nous allons occulter que nous devons être une économie ouverte. L'ouverture n'est pas antinomique de l'industrie à la base. Sauf que ça va aider fondamentalement à enrichir nos peuples, enrichir nos régions et enrichir le pays tout court. Mais quelle réforme fiscale pourrait davantage encourager la production locale? Au niveau des réformes, il faut que l'État arrive à réduire l'impôt sur les entreprises. Bon, c'est vrai que notre pays, on me dira que le taux de pression fiscale dans notre pays est aujourd'hui entre 13 et 14%, alors que les études ont montré, surtout les études du professeur Yaya Keo, a montré que la Côte d'Ivoire, le potentiel ivoirien se situe entre 21 et 22%. Donc nous sommes encore très loin. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toutes les entreprises de notre pays qui paient les impôts, ça fait que l'impôt pèse sur une petite catégorie. Donc, il y a encourager les entreprises par la réduction des impôts, réduire aussi l'impôt sur les revenus des individus, parce que si les individus que nous sommes, si l'impôt augmente, on n'aura pas suffisamment de revenus pour consommer ce qui sera produit. Donc, réduire les impôts des entreprises, réduire aussi l'impôt sur, les ménages que nous sommes, et puis il faut simplifier le système fiscal. Je pense que le gouvernement le fait quand même un peu avec le e-impôt aujourd'hui, où on donne la possibilité, où il n'y a plus de tracasserie pour pouvoir mobiliser aujourd'hui l'impôt. Il y a un effort quand même qui est fait de ce côté-ci. Donc je pense que toutes ces réformes-là pourront aider notre pays à aller vers l'industrie à la base. D'accord. Monsieur Diaby, quel instrument financier pourrait soutenir les entrepreneurs locaux sans toutefois aggraver l'endettement de l'État? Pour nous aujourd'hui, il y a une question qui est fondamentale aujourd'hui, qu'on ne parle pas beaucoup, c'est la profondeur financière. C'est la contribution du crédit bancaire à la création de la richesse. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les entreprises n'ont pas de crédit. Quand on va parler d'impôts, vous parlez de comment je vais financer l'entreprise. Si vous ne créez pas de richesses, vous n'avez pas payé d'impôts. Donc le problème des Ivoiriens, d'abord, des entreprises ivoiriennes, ils n'ont pas accès au crédit bancaire. La profondeur financière de la Côte d'Ivoire en 2023 est de 22%. La moyenne mondiale est à 93%. Vous voyez la différence? Les pays comme le Japon, les États-Unis, la Chine, ils sont environ à 200%. Donc pour dire que les Ivoiriens n'ont pas accès au crédit, même quand on parle aujourd'hui du chômage des jeunes, tout ça. Mais comment aujourd'hui, même nos systèmes éducatifs produit 73 pour plus de 70% d'emplois précaires. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas de système de retraite. Les familles, ils mettent les enfants à l'école pour que les enfants soient demain comme on appelle, leur retraite. Mais si on leur met ces enfants à l'école, ils ont le bac, ils ont le master, ils ont le doctorat, ils vont finir pour faire un emploi précaire. Les familles ont perdu de l'argent. Aujourd'hui, il y a M. Yao qui disait que ils ont investi, on a payé une charge de la dette assez immense, qu'on a mis peu dans l'éducation. Mais moi, j'ai fait le calcul, en 2025, il y a eu 1900 milliards d'investissements dans le système éducatif ivoirien. Avec 1900 milliards d'investissements, on produit plus de 70% d'emplois précaires. C'est comme si l'État perdait de l'argent. Parce que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème des financements. Le problème numéro 1, c'est lorsqu'on fait le classement des problèmes de la Côte d'Ivoire, en numéro 1, c'est le problème des financements. Parce que tous les pays du monde se développent par le financement. Donc il faut pouvoir déjà régler ce problème de financement. Si on règle le problème de financement et que les entreprises ont accès au financement et que les ménages aussi ont accès, avant de parler que les ménages paient les impôts, il faut que les ménages arrivent déjà à avoir le financement. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un déficit de création de richesse. On n'a pas le problème des dettes. On a un problème de création de richesse et la richesse qui est créée, elle n'est pas inclusive, comme M. Yao l'a dit. Ce sont les compagnies étrangères qui viennent investir dans le pays. Quand ils viennent investir dans le pays, ils ressortent également avec la richesse qui est créée. Parce que même souvent quand on prend la balance des paiements du pays, la balance des paiements du pays est déficitaire. Mais généralement, la balance commerciale est positive. Donc c'est le rapatriement des fonds qui rend notre balance des paiements négative. Donc il faut trouver des mécanismes pour créer plus de... pour que les Ivoiriens puissent avoir accès au financement. On vous a bien compris, M. Diaby. Professeur, comment éviter que le financement de la production locale ne devienne lui-même une nouvelle source d'endettement? Parce que c'est possible. Oui.
le financement local, effectivement, ça peut être... vous parlez des risques, c'est ça? Bien sûr. Voilà, au niveau des risques, bon, si l'État, par exemple, l'État réduit ses dépenses, parce que l'État doit apporter un soutien, on l'a bien dit, hein, oui. Un soutien massif. Maintenant, il peut arriver que l'État, effectivement, on dise à l'État de réduire ses dépenses, c'est ce que nous disons d'ailleurs. Hein. Deuxième problème fondamental, c'est que l'augmentation des impôts aussi peut créer un problème au niveau de l'industrialisation locale. Si vous augmentez les impôts, on l'a dit tout à l'heure, il faut plutôt réduire les impôts pour qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises créées. Et puis troisièmement, avec la libéralisation effectivement du commerce qui s'est fait, il peut arriver que la production locale soit plus chère que les produits qui entrent dans le pays. Et si tel est le cas, les citoyens que nous sommes, nous serons portés, tous choses étant égales par ailleurs, vers les produits étrangers. Et puis quatrièmement, ce qui peut créer un risque au niveau de l'éducation locale, c'est fondamentalement ce que j'appelle l'éviction financière. Et mon débatteur l'a dit, l'État en Côte d'Ivoire, depuis un certain moment, depuis 2000 d'ailleurs, c'est la BCEAO qui a incité les États à, au lieu de recourir à l'endettement extérieur, de recourir à l'épargne publique, c'est-à-dire aller vers la bourse et se faire financer. Et qu'est-ce que l'État fait? Donc l'État émet les bons du Trésor et qui finance l'État, en général, sont les banques ici. Pourquoi? Parce que les banques refusent de financer Diaby, refusent de financer Prao, refusent de financer Max parce que, soi-disant, nous sommes risqués. Donc, elles préfèrent détenir les bons du Trésor, puisque l'État lui-même, il ne fait jamais faillite, même s'il fait défaut. Et donc, le faisant, l'éviction financière, c'est quoi? Quand l'État prend toutes les ressources financières, le peu qui reste là, c'est ce que M. Diaby est en train d'expliquer. Ce qui fait que les taux d'intérêt sont tellement élevés, exorbitants, à tel enseigne que nous sommes sous-financés. Et cela peut créer un risque quand même au niveau de l'industrialisation locale. D'accord. Monsieur Diaby, quel est le rôle aujourd'hui du secteur privé, les partenaires techniques financiers à cette stratégie? Mais pour nous, les secteurs privés, c'est eux qui créent la richesse. Oui. Voilà, donc il faut les accompagner, il faut les organiser, il faut les financer pour qu'ils puissent créer plus de richesses pour tirer le pays vers le haut. Aussi simple que ça. Donc ils ont un rôle central à faire. Voilà, l'État a un rôle d'organisation, mais par contre, s'il arrive que le financement privé n'est pas suffisant pour dynamiser l'économie, l'État doit apporter la politique budgétaire. C'est que lorsque la politique monétaire est défaillante, on doit envoyer la politique budgétaire pour prendre le relais pour pouvoir atteindre les objectifs. Aujourd'hui, tout le système est basé sur la politique monétaire qui elle-même n'est pas assez dynamique. D'accord. Professeur, si vous aviez une mesure phare à recommander pour allier production locale et désendettement, quelle serait-elle? Bon, moi je pense qu'il faut que l'État fasse un effort, déjà comme on l'a dit. Si nous créons la richesse localement, il a dit lui-même, vous allez voir que si vous et moi nous sommes riches, nous payons les impôts, l'État aura suffisamment d'argent et cela, l'État ne sera pas obligé d'aller s'endetter. L'État s'endette pourquoi? Parce que l'épargne publique ou l'épargne privée étant faible, et comme nous avons des besoins colossaux en matière d'investissement, l'État est obligé de tendre la main à l'étranger en faisant appel à l'étranger. Donc premièrement, il faut qu'on encourage la consommation des biens locaux. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Déjà du temps de Thomas Sankara, le camarade père à son âme, il a dit, mais si vous voulez que nous développions notre économie, commençons par consommer ce qui vient de chez nous. Donc, façon Nafani, dont nous tous nous aimons bien le tissu, burkinabé, quand notre frère Ibé, tout récemment, nous-mêmes, enseignants d'université, nous avons des tauges dont la matière est importée, au Burkina Faso, il a imposé que les tauges soient fabriquées à partir du coton burkinabé. Donc, il faut que les Ivoiriens consomment localement. Dieu merci qu'aujourd'hui, les 30% de la classe moyenne de la Côte d'Ivoire consomment localement ivoirien parce qu'à peu près 70% des marchandises qui sont dans nos supermarchés sont du made in Côte d'Ivoire. Donc consommation locale. Deuxièmement, à mon humble avis, il faut soutenir les entreprises locales. En faisant comment? Mais en créant des événements comme, et ça, la Côte d'Ivoire, nous savons le faire. À chaque fois, nous avons les foires, salons de temps, salons X. Et ça, c'est une très bonne chose. Je pense que en la matière, nous sommes sur la bonne voie. Et puis, troisièmement, l'État doit envoyer le soutien institutionnel. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Ouattara, quand même, il faut le dire, il a créé l'agence Côte d'Ivoire PME depuis 2016. Et quand même, je pense qu'il y a des facilités de création d'entreprises qui font qu'aujourd'hui, nous sommes passés au niveau des investissements privés en Côte d'Ivoire de 8,9% déjà en 2010, ça à 16,6% en 2022. Moi, je pense qu'il y a un effort qui a été fait. Nous sommes sur la bonne voie. Il faut continuer. D'accord. Vous avez un dernier message à avancer dans ce sens?
Oui, il a dit un point qui est très important. Moi, j'appelle ça le patriotisme économique. Parce que le patriotisme économique a deux objectifs. Allez-y. Premier objectif, il permet, ce patriotisme, en fait, d'augmenter la production locale. C'est ça. D'accord. Donc, si la production locale augmente, il y a plus d'impôts, il y a plus de richesses pour les citoyens, il y a plus de revenus pour les citoyens, il y a plus d'impôts. S'il y a plus d'impôts, il y a plus de capacités d'endettement du pays. L'État aussi, ses capacités d'endettement augmentent avec des meilleurs taux. Il y a plus d'écoles, il y a plus d'infrastructures publiques. Et le deuxième point, le patriotisme économique, deuxième point, c'est au niveau des réserves d'échange. Parce que vous savez que la dette, il y a deux éléments importants pour évaluer la capacité d'endettement des pays. C'est-à-dire que les réserves d'échange, d'abord, ça fait un point. Et le deuxième point, ce sont le service de la dette. Le service de la dette extérieure. Parce qu'il y a le service de la dette intérieure et le service de la dette extérieure. C'est le service de la dette extérieure qui est important, comme il a souligné aussi. Donc, le patrimoine économique permet également de pouvoir préserver nos réserves d'échange. Donc, si nos réserves d'échange sont préservées, ça permet de garantir la stabilité monétaire et ça permet aussi à la Banque centrale d'accompagner suffisamment les banques commerciales pour donner du financement aux citoyens. Merci à vous. Voilà. Et on vous remercie également, professeur Séraphin Prao. Vous êtes maître de conférence agrégé en économie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de ce numéro de Éco Débat. Restez avec nous, l'information continue sur Midi 1.